intelligence artificielle au service de l'image, au service de la création, au service de l'entertainment. C'est l'heure du Global Village, du village francophone. C'est le rendez-vous du collectif ICC avec 3 studios connectés aujourd'hui. Alors, on va tout de suite se rendre à Nantes. Bonjour Nadia Chibouti. Bonjour tout le monde, Voilà, bienvenue à Nantes, au cœur du quartier de la création et de l'île de Nantes, avec un éléphant. avec un éléphant, bien entendu, un éléphant qui en plus est robotisé tous les jours, fait un tour du quartier. C'est assez impressionnant. Le studio de Nantes qui nous a mobilisé ses meilleurs talents en matière de création et d'industrie créative. Bonjour Christian Souche. Alors, vous êtes aujourd'hui dans quel studio? Alors, je suis dans le studio de Village CA à Sophia Antipolis. Eh oui, et Christian sera notre deuxième intervenant. Bonjour, donc en direct de Sophia Antipolis. Bonjour Julien Bonnel, le coordinateur. Bonjour Aurélien, le boss du village by CA. Ben, ça, c'est une intervention très, très sobre. Tout va bien à Sophia? On est en place? On est en place, tout va bien. On est en place avec un certain nombre d'acteurs. Troisième studio co-organisateur. Il est à Marseille, c'est la Coque. Bonjour Vincent Richer. Bonjour Marc-Lionel. Allez, on va faire un tour d'horizon. Donc, on va parler effectivement de cette intelligence artificielle, de tout ce qui concerne les data aussi, les data science et tout cet univers. Et avec un panel vraiment, on est très, très gâtés. Bonjour Anna. Donc, Anna Bensella, vous êtes donc responsable du comité d'organisation du Marseille Web Fest. Soyez la bienvenue à Bonport. Vous êtes à Marseille, il fait beau chez vous? Je vais vous décevoir, je suis à Paris, mais Ah, il fait ah très ben, beau aussi. Mais je garde ma peine. Voilà. ouais, c'est ça, il fait beau, il fait froid. Allez, Christian a déjà été présenté, il est dans le studio de Sophia Antipolis. Jean-Édouard André, CEO du festival Plug à Nice. Tout est à bon port à Nice et le festival se prépare bien. Tout va bien, on est au chaud et on est prêt. On en parle dans quelques instants. Maria Carpentier, vous êtes Head of Innovation Technology chez donc Newen, une filiale du groupe TF1. Vous êtes dans le studio de Marseille, je crois, Marianne. Bonjour, pas loin. Ah, pas loin, pas loin. Ouais, bah loin. avec le confinement, c'est moins facile. Merci d'avoir su nous garder du temps pour partager un petit peu votre retour d'expérience. Mathieu Colombel, vous êtes CEO de Blackmill. Blackmill en au moins 30 secondes. Alors Blackmill, c'est très simple, c'est un studio de création, un studio de motion design donc, qui est présent à Paris, à Nantes et à Montréal. Et notre métier, effectivement, c'est de faire des vidéos pour des clients, pour des annonceurs, pour des agences. Voilà. Quelle place l'intelligence artificielle aura dans tout cela? On en parle dans quelques instants. Alors, on se retourne du côté de Marseille. Olivier Marchetti, bonjour. CEO de Provence, donc de Provence Studio. Et je crois que votre intervention, elle sera un petit peu détaillée, mais elle se résume déjà en un mot. Quel est ce mot, Olivier? Virtuel. Virtual. Eh ben, on en parle tout de suite. Patrick Lecalé, bonjour. Vous êtes chercheur, professeur au laboratoire des sciences du numérique de Nantes, donc LS2N à Nantes, chercheur, et je crois qu'on vous courtise beaucoup, et notamment du côté des plateformes, si mes informations sont exactes. Elles sont exactes. Voilà, on a une star du nouveau monde des plateformes. Bonjour Sébastien Aubert, CEO d'Adastra Film. Vous êtes également, je crois, basé sur la Côte d'Azur. Voilà, je suis au village Baïséen en ce moment. Bon, voilà, ça, moi, j'ai un profil plus traditionnel, je suis un producteur de cinéma. Voilà. Un producteur de cinéma qui lui aussi, j'imagine, se pose des questions sur ces révolutions en cours. Et last but not least, disent les anglo-saxons, enfin je précise que Cook nous a rejoint, donc je vais le présenter également. Donc avant-dernier, Vincent Diderot, réalisateur transmédia. Transmédia, c'est donc jusqu'à présent c'était multi-canaux de diffusion, mais maintenant on rajoute aussi l'intelligence artificielle dans tout ça, Vincent. Ah oui, bien sûr. Je pense que le cinéma va évoluer avec l'intelligence artificielle et on a de nouvelles possibilités aujourd'hui voilà, de création. Parfait. Et le dernier qui nous a rejoint, eh bien, c'est Koukeo, c'est le CEO, le fondateur du Motion Plus Design. Motion Plus Design, de quoi s'agit-il? Alors, Motion Plus Design, c'est un festival en fait, qui est dans une quinzaine de pays, avec 3 grosses éditions à Paris, Tokyo, Los Angeles. Et donc voilà, qui s'est développé dans plein d'autres pays. Et au-delà de ça, on a aussi un système de ressources. On interviewe beaucoup les plus grands motion designers. Donc, c'est des gens qui font de l'animation graphique. Donc voilà, c'est un truc très spécialisé dans cette niche-là, mais qui s'ouvre énormément au monde. Et voilà.
Merci en tout cas à tous d'avoir su trouver du temps. Alors, 4 grandes parties. La première, l'acceptabilité de l'IA par les personnes. Aujourd'hui, on est quand même dans une profession qui vient de l'artistique. Quel est son impact? On en parle dans quelques secondes. La deuxième partie, quelle place de l'IA pour les nouvelles écritures? Est-ce que l'intelligence artificielle va renforcer, allez, soyons joueurs, remplacer nos scénaristes les plus brillants? Ce sera la séquence provoque, on en parle dans quelques minutes. Ensuite, les nouvelles façons de monétiser les contenus numériques par l'intelligence artificielle. Et enfin, les outils IA en matière de post-prod, de transformation des métiers, de baisse des coûts de prod. On a donc un peu moins d'une heure pour traiter de tous ces sujets. Autant dire qu'il va falloir cravacher. Mes amis, je vous propose tout de suite d'attaquer le premier sujet, l'acceptabilité de l'IA par les personnes. Alors, je lis les gros mots, TRL, VS, HRL, donc les Human Readiness Level, le Cognitive Computing et le Data Management. Alors, quand on dit qu'on est le village francophone, on n'arrête pas de recevoir des messages pour se faire engueuler en disant qu'on a plein de mots anglo-saxons. Je pense que les messages vont encore pleuvoir. Mais mes amis, aidez-nous à y voir plus clair. Patrick, on va peut-être commencer avec vous. Alors, je vous rappelle, 4 débats. On a certains d'entre vous, vous êtes spécialisés un petit peu sur certains des sujets, mais vous avez constamment la possibilité de demander la parole une fois que nos experts auront un petit peu présenté leur regard sur le sujet. On commence avec vous, l'acceptabilité de l'IA et toute cette panoplie de termes techniques. Patrick, quel est votre regard sur ce sujet? On commence avec vous. Merci. Ouais, je commence par le mot en anglais cognitive computing. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le cognitive computing, en fait, c'est comment on arrive à mettre au sein des algorithmes d'IA, notamment, des propriétés, on va dire, bio-inspirées, que ce soit comment une IA apprend, comment elle perçoit, et quand je dis bio-inspiré, comme le feraient des humains. Et notamment, c'est important quand une IA est amenée à produire des choses qui sont à destination des humains. Donc ça, c'est tout un champ disciplinaire qu'on traite notamment ici à Nantes et on est assez reconnu là-dessus. On le traite dans le contexte qui nous intéresse aujourd'hui pour les ICC, on le traite notamment pour aider à mieux diffuser, à mieux compresser, puisque là, on est bien dans le sujet où ce qui est en bout de chaîne, ce sont des humains qui vont percevoir ces contenus et on peut s'interroger de comment ils ont été bien compressés pour que notamment l'intention artistique ne soit pas trop trahie quand le contenu passe dans les tuyaux de diffusion. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec les plateformes dont vous parliez tout à l'heure, que ce soit Netflix ou autre, et aussi on le fait pour quelque chose qui est très important aujourd'hui, ce sont les contenus qui sont générés par les utilisateurs. Ne pas oublier qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est tous devenus producteurs, diffuseurs de contenus assez facilement. Alors, concrètement, ça sert à quoi ça? À les détecter plus vite, à les détecter mieux, à les marchandiser plus vite? Ça sert à tout ça? Ça sert à tout ça, ça sert à mieux les diffuser, ça sert à mieux les produire aussi. Voilà. Alors, moi, je voudrais rebondir et peut-être faire le pont avec les autres sujets de ce déjeuner. C'est que donc il y a des aspects un peu techniques, il y a de la production, etc. Après, on peut s'interroger quand on parle de l'intelligence artificielle, ce qu'elle est capable de faire en termes de capacité créative. Donc, effectivement, l'IA aujourd'hui met dans les mains de tout un chacun tout ce qu'il faut pour produire et de faciliter la création. Là, on en est à se poser la question, est-ce que l'IA peut créer toute seule? Et elle peut créer toute seule. Il y a des exemples nombreux dans la littérature scientifique. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que l'IA qui est créative aujourd'hui, elle sait copier, on va dire. Elle copie bien. Elle peut parfois produire des choses curieuses quand elle est créative. J'ai l'exemple de la compression aujourd'hui. En compression, on essaye de faire des algorithmes purement IA pour compresser les images et les contenus. Et parfois, on est un peu surpris de ce qu'on obtient après compression, décompression. Et le truc, c'est qu'on ne sait pas expliquer pourquoi ça se passe comme ça.
Oui, parce Alors, que les réseaux neuronaux, ça fonctionne un peu comme ça veut, quoi. Donc, ça veut dire que l'intelligence artificielle, ça peut être, passez-moi l'expression, parfois un peu de la bêtise, pour rester poli, artificielle. ça peut être, oui, c'est d'intelligence. Il faudrait utiliser peut-être un petit i et pas un grand i quand on Oui. écrit intelligence artificielle, donc pas grand I, grand A, mais petit i et grand A. Ouais, ça c'est sûr. Mais comme elle est artificielle et qu'elle coûte pas cher, quand elle fait des bêtises, ben, on peut relancer la machine et améliorer le système. C'est ça Oui, l'idée, quoi. ouais. Quand bien même on essaye, aujourd'hui, je parlais tout à l'heure en cognitive computing, on essaye d'avoir des méthodes d'apprentissage qui sont proches de ce que savent faire les humains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas longtemps pour un enfant pour reconnaître ce que c'est qu'un chat, dès qu'il en a vu 3-4 exemples. Pour qu'une IA puisse faire ça en mode deep, il faut quelques milliers d'exemples. Donc, on est encore loin de la machine qui apprend comme l'humain, même si c'est un champ où on s'améliore de plus en plus et faut espérer que dans les 10 ans qui arrivent, on va avoir des choses assez extraordinaires. Cela étant, je voudrais revenir maintenant sur le côté HRL, TRL, là, et c'est Oui, surtout allons-y. la grosse différence en termes de création, c'est que une IA qui est capable de copier, de faire un film à la Godard, de faire une musique à la Vladimir Cosma, on sait faire. Maintenant, Ça va rassurer les réalisateurs plus traditionnels qui nous écoutent aujourd'hui. On sait faire. on sait faire à la façon d'eux, on sait copier. Maintenant, on va dire une IA créative, elle peut créer des choses par hasard et faire des choses assez étonnantes qui ont une certaine valeur artistique, mais il me semble que ce qui manque aujourd'hui, c'est que l'IA, elle ne sait pas s'expliquer toute seule, donc elle n'est pas capable de justifier son travail, ce qu'en général un artiste est capable de faire, ou quand il n'est pas capable de faire, au moins il y aura des critiques et des gens qui seront capables de l'expliquer, d'expliquer quelle est la démarche ou théoriser la démarche de l'artiste. Et ça, dans les cas de l'IA, on n'a ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que l'IA n'est pas capable de s'expliquer elle-même et nous-mêmes, quand on essaye d'interpréter les résultats d'une IA, dans bien des domaines, notamment de l'apprentissage profond, on ne sait pas le faire. Donc, on ne sait pas expliquer. Et donc, ça, c'est tout un champ de recherche aujourd'hui qui vise à essayer d'expliquer ce que produisent les IA, d'interpréter ce qu'elles font. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans ces IA? Et puis, au fond, ce qui se cache derrière tout ça, si on monte un peu plus haut, c'est est-ce que c'est acceptable? Est-ce qu'une IA est acceptable? Donc, la notion d'acceptabilité, elle se trouve vraiment là, au cœur assez profond de travaux de recherche quand il s'agit des algorithmes d'apprentissage profond. Parfait. Alors juste, on reviendra de façon Patrick, et puis chacun d'entre vous, vous intervenez pratiquement quand vous voulez. On va dérouler un petit peu le sujet. Est-ce qu'il y a encore des gros mots qui ont été prononcés, qui n'ont pas été éclaircis? Mais là, vraiment en 20 secondes chacun, pour qu'on campe le sujet technique. J'ai expliqué HRL et TRL quand même. Donc, on parle beaucoup de TRL, Technical Readiness Level, quand on développe de la technologie, notamment en IA, et qu'on veut la déployer. Donc, on monte dans les niveaux TRL de ce qui passe de la recherche jusqu'à la production finalement. Et que, en fait, un gros mouvement consiste à dire aussi serait très bien la techno, mais est-ce qu'elle est prête pour les humains? Et c'est le lien avec l'acceptabilité, interprétabilité, explicabilité. Et là, on parle plutôt de HRL, Human Readiness Level. Est-ce que la techno est prête pour les humains? Et ça doit se traiter quand on monte dans les échelles TRL, de la recherche jusqu'à la prod. On doit à chaque fois discuter ça avec les humains. Et pour améliorer la collaboration humain-machine, expliquer comment ça va prendre la place ou comment on va travailler avec ces algorithmes d'IA, ça, c'est encore des choses qui ne sont pas très bien traitées, malheureusement. Voilà. Bon, malheureusement, ou diront certains qui se disent, tiens, on est en pleine, je dirais, en plein changement de paradigme. Si on peut avoir quelques mois ou quelques semaines, ce sera toujours bon à prendre. Ok, alors merci pour ce premier éclairage. Vous intervenez parce que je pense qu'on ne va pas mettre la palme du plus techos d'entre tous, mais enfin, je pense que vous êtes dans le top 3 des intervenants. Donc, effectivement, on n'est pas là pour parler que de tech. On est au contraire, bien entendu, dans un univers industrie créative et culturelle. Mais effectivement, le regard de l'expert qui nous dit attention, là vous rêvez, ou au contraire, là on est encore dans la science-fiction, est précieux dans l'avancement. Alors je me tourne pour continuer un petit peu le retour d'expérience vers Christian Souche. Rebonjour. Bonjour. Alors, pour compléter un petit peu tout ça, on avance, acceptabilité, etc. Votre regard?
Alors, enfin, j'ai beaucoup aimé l'intervention précédente et je pense que la question d'acceptabilité, excusez-moi, elle intervient à deux niveaux. Il y a le niveau utilisateur final, donc celui qui va consommer le contenu, celui qui va être exposé à la création qui a été produite. Et entre guillemets, il n'est pas exposé à l'intelligence artificielle directement, donc il y a une question d'acceptance qui est naturelle, parce qu'il ne va pas pouvoir distinguer ce qui a été produit par l'homme et ce qui a été produit par une intelligence artificielle. Donc, je pense que l'acceptabilité d'un point de vue utilisateur final, elle est automatiquement répondue. Et aujourd'hui, on est exposé de façon quotidienne à de l'intelligence artificielle, ne serait-ce que quand on utilise une plateforme de recherche comme Google ou qu'on va faire des recherches directement par la voix sur son téléphone, on est exposé à l'intelligence artificielle et les gens l'acceptent. Donc, il n'y a pas aujourd'hui une question d'acceptabilité sur l'intelligence artificielle pure. Sur la notion de production automatisée de contenu, on est aussi exposé en fait, de façon quotidienne. Toutes les pubs qu'on reçoit sur Facebook, tous les contenus qu'on va recevoir sur les différentes plateformes, elles sont en partie produites par de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on ne parle pas de contenu créatif tel un producteur de cinéma, mais en tout cas, c'est du contenu sur lequel l'intelligence artificielle est intervenue. Donc après, il y a une deuxième question, l'acceptabilité pour ceux qui produisent le contenu, les créatifs qui vont être ceux qui vont être la source de création de ces contenus. Et je rejoins complètement, encore une fois, l'intervention qui a été faite sur le côté créatif de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a un pouvoir créatif jusqu'à la limite de ce qu'on lui a appris à être créatif. Donc, elle ne va pas être capable de produire un film de bout en bout en partant d'une feuille blanche pour pouvoir dire c'est ça une future histoire. Donc là-dessus, on est donc clairement sur des limites technologiques et je pense qu'on est aussi sur les limites de la sensibilité humaine que peut avoir une intelligence artificielle. Donc là-dessus, je pense qu'il y a une acceptance sur les limites de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, chez Accenture, on a plutôt une logique à utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter la créativité et pour aider les créatifs. En quoi ça consiste ? En premier lieu, on va offrir des domaines de créativité sur lesquels on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour faire ce que humainement on ne peut pas faire, c'est-à-dire analyser un ensemble de contenus qui ont été produits, donc des millions de contenus, des millions de films qui ont été produits, des millions de posts qui ont été postés sur les réseaux sociaux, les analyser, en sortir des tendances et aider les créatifs à s'en inspirer pour pouvoir être plus créatifs ou être plus optimisés sur la créativité. Un second aspect, c'est aussi la partie conformité en termes d'accessibilité. Aujourd'hui, il y a une vraie composante sur comment rendre un contenu accessible à des personnes qui vont avoir des déficiences visuelles, des déficiences auditives, et sur lequel aujourd'hui, avec de l'intelligence artificielle, on est capable de faire des simulations pour donner le niveau d'acceptance, d'accessibilité d'un contenu. Et donc, du coup, je pense que les créatifs, quand ils perçoivent l'intelligence artificielle comme une capacité complémentaire à leur créativité et comme une validation de la qualité de leur contenu, le perçoivent positivement, du moment qu'ils gardent le contrôle. Ce qu'il faut éviter, c'est bien entendu que l'humain vienne au service de l'intelligence artificielle et sur lequel il n'y a plus une question d'acceptance parce qu'on laisse le contrôle à l'intelligence artificielle et je pense que c'est la première erreur qu'on pourrait faire. Si vous voulez réagir à tout moment, vous n'hésitez pas. En tout cas, merci pour ce regard. C'est un regard assez international. Hein. Chez Accenture, vous avez évidemment une vision worldwide. L'intelligence artificielle, c'est pas de no way back, comme on dit en bon français. Il faut y aller. Il n'y a pas d'alternative manifestement, et notamment pour ce flot de data, d'images, etc., qu'aucun humain ne peut plus, semble-t-il, maîtriser. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un seul projet sur lequel on intervienne, sur lequel on ne positionne pas de l'intelligence artificielle. La question, c'est pas… on n'a pas une intelligence artificielle magique qui fait tout, et je pense que c'est un peu le problème des fois de certaines personnes qui vont percevoir l'intelligence artificielle qui est capable de tout faire, qui est omniscient et qui va être capable de résoudre tous les problèmes. Ça, c'est la fausse compréhension de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle doit être formée, entraînée, adaptée, mais elle peut être positionnée dans différents points de la chaîne de valeur de la production du contenu. La question, c'est de l'utiliser de façon intelligente. Et je pense qu'il y a une question d'acceptance, effectivement, par rapport aux personnes qui vont être les plus créatifs et qui vont devoir intervenir sur la production de contenu. Merci beaucoup. Jean-Édouard André, même question quelque part avec le regard d'un organisateur d'événements, où là, on parlait effectivement de ces contenus qui peuvent être créés par des pros, qui peuvent être aussi, si vous êtes sur des principaux réseaux sociaux, on voit qu'on ressuscite aussi des classiques en permanence, du cinéma, des images oubliées, et évidemment cette création spontanée, les contenus dont parlait Patrick tout à l'heure, les contenus créés alors parfois très créatifs ou parfois le
phénomène des mèmes. Hein. Je suis à domicile, à quelques mètres de moi, j'ai mon fils qui est sur TikTok et on voit bien que d'un côté, c'est ultra créatif, de l'autre, c'est ultra pas créatif. Tout le monde fait la même chose. Donc, aidez-nous, monsieur le spécialiste, Jean-Edouard, puisque vous les primez, les meilleures créations, à y Alors, voir plus clair. Hein. alors c'est vrai que on a programmé, nous, sur une édition précédente, il n'y a pas très longtemps, un film qui vient d'ailleurs de Marseille, mais qui a été tourné à LA, réalisé par Fabien Zocco et Gwendal Sartre, qui s'appelle Attack the Sun. Attack the Sun, c'est une histoire qui est mise en dialogue par une IA. Et un petit peu comme ce que vous avez vécu pour ceux qui s'en souviennent en 2016 sur Twitter, quand Microsoft a balancé Tay pendant 24 heures, c'est-à-dire une IA sous la forme d'un chatbot qui parle avec effectivement un certain nombre de followers et qui va s'enrayer. L'IA, je ne sais pas si vous vous souvenez de Tay, mais à la fin, effectivement, Donald Trump était notre sauveur. Tay n'arrivait même plus à formuler des pensées rationnelles. Hein. On était parti sur des choses tout à fait étonnantes et un enrayement de la rationalité commune. Sur ce film-là, qui a été primé et montré avec beaucoup d'intérêt, Attack the Sun, même histoire. Hein. C'est un garçon qui, effectivement, vit sa vie solitaire à LA d'adolescent, sauf que tous les dialogues sont réalisés par une IA. Et là encore, enrayement à un moment ou un autre, comme un problème d'empathie qui ne se construit pas entre les personnages. Les séquences s'entremêlent, s'enrayent, et on arrive sur des zones de non-sens, mais parfois d'extrême poésie. Et donc, je reviens effectivement là-dessus, hein, sur ce qu'on disait tout à l'heure. Parfois, effectivement, il se dégage de tout ça une création inattendue, quelque chose de tout à fait prodigieusement intéressant ou poétique. Parfois, c'est tout simplement con, voilà, ou drôle. Et donc, c'est à ce sujet-là que finalement, l'intervention de l'IA dans le scénar peut être intéressante. Elle produit des reliefs qui, sinon, n'existeraient pas. Bon, là, parfois, je parle d'un cas extrême. Hein. Je parle d'un film réalisé, en tout cas scénarisé à l'IA, en quelque sorte. Mais si je comprends bien, l'IA, l'acceptabilité de l'IA, c'est presque déjà un débat d'arrière-garde. C'est-à-dire qu'on est tous les jours devant des écrans, tous les jours en interaction, tous les jours on nous pousse de l'image. Est-ce que je caricature en disant ça ? Je crois qu'Aurélien et Patrick ont justement positionné les choses. Enfin, c'est difficile de ne pas avoir recours à une IA sous la forme d'un chatbot, etc., etc. Pour autant, c'est là où je voudrais mettre ma patte. Hein. Pour autant, il y a, à mon avis, un non-sens à espérer dupliquer le process de l'intelligence humaine dans l'IA. Alors, effectivement, il y a d'abord un plafond du côté de l'IA, mais il y a d'abord aussi un plafond du côté de ce qu'on appelle la théorisation de l'intelligence humaine. Et pour être tout à fait précis, les structurants de la pensée humaine sont ultra complexes et travaillent en plus de manière antagoniste. En fait, pour vous faire un topo, il y a des schèmes fondamentaux et ces schèmes sont des schémas antagono-cognitifs. En fait, la cognition humaine est basée sur des antagonismes internes à la pensée. Donc, c'est très compliqué à dupliquer. C'est pour ça, je termine parce qu'il faut que ce soit bitable. C'est très compliqué de postuler qu'un jour, effectivement, une IA réinvente Brad Pitt dans son péplum, quoi. Alors, Patrick veut réagir. Alors, je suis le maître du temps, c'est pas facile. Patrick, 22 secondes de réaction et puis tout de suite, justement, le retour, déjà pour voir si on est d'accord en phase ou pas. Et puis, tout de suite, le témoignage de Marianne. Patrick, en 22 secondes peut-être. Juste, acceptabilité IA, c'est plutôt acceptabilité de travailler avec l'IA. Et donc, il y a plein de cas aujourd'hui où on se pose cette question-là, notamment sur des outils d'aide à la décision. Donc, et c'est bien en médecine ou d'autres, je peux trouver d'autres cas d'usage. Donc, accepter qu'elle soit dans nos quotidiens, ça, c'est pas un débat. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elle fait le job? C'est une autre question dans tous les cas, quoi. Et puis, s'il me reste 5 secondes, complètement d'accord sur une intelligence telle qu'elle vient d'être définie. Non. Par contre, mettre des mécanismes perceptuels et qu'une IA apprenne mieux, oui, ça, on pourra faire.
Il n'y a pas de discussion. Alors, Anna a demandé la parole. Je vais tout de suite, d'abord, avant de lui donner la parole, rebondir sur le quatrième témoignage sur ce sujet, celui de Marianne Carpentier. Alors, Marianne, Newen, c'est vraiment un bras armé autour de l'innovation à ce niveau-là et pas d'un acteur mineur, puisque le groupe TF1 est votre actionnaire. Donc, concrètement, pour y voir clair, est-ce qu'on est dans la science-fiction, on est dans le quotidien, est-ce qu'on est déjà, comme je l'évoquais presque de manière provocatrice, dans une techno qui va encore évoluer? Bah, on est carrément dans le quotidien. Je pense que c'est ce que vient de dire Jean-Édouard. Il y en a partout de l'IA, donc on s'en sert tous les jours. Donc en fait, acceptabilité, pas acceptabilité, je ne sais même pas si c'est un sujet en fait, parce que c'est comme Internet. C'est comme si vous disiez, vous êtes d'accord d'utiliser Internet? Bon, qui dirait non aujourd'hui? Et en fait, la question ne se pose pas. Alors après, c'est peut-être plus de l'accompagnement au changement sur certaines manières dont l'IA est utilisée. Après, là-dessus, je rebondis sur ce qu'a dit Aurélien. Moi, je suis d'accord. Et Patrick aussi, et même Jean-Édouard, tant qu'il n'y aura pas une manière de mettre de l'émotion dans de l'IA et comment on traite l'intelligence émotionnelle, donc l'intuition humaine, grosso modo, avec des 0 et des 1, eh ben, je serais très sceptique sur le fait de pouvoir créer des œuvres artistiques. En revanche, que ce soit un outil incroyable pour aider des artistes, des auteurs et des créateurs à fabriquer des choses nouvelles, innovantes qui n'ont jamais été créées avant, ça, j'en suis super convaincue. Et donc, c'est beaucoup plus acceptable quand c'est dit comme ça d'ailleurs, parce que de dire à un auteur, je vais te filer un outil qui va te permettre d'analyser les grosses trends hyper intéressantes pour ton public dans les 10 années qui viennent, comme ça tu vas pouvoir fabriquer 10 années de script sur une série qui diffuse des épisodes tous les jours. Ouais. Ça le nourrit, ça va nourrir sa créativité. En revanche, lui dire, je vais te filer un outil qui va écrire des scripts à ta place, là, il ne va pas du tout aimer. Il n'a pas aimé. Déjà qu'on lui donne de plus en plus des guidelines assez précis, alors si maintenant on lui donne tout, effectivement. Voilà, qu'on nourrisse nos créateurs avec, c'est hyper intéressant. Et après, dernier petit point sur la création musicale, il y a déjà plein de choses qui se font avec de l'IA où c'est effectivement des morceaux entiers qui sont générés par de l'intelligence artificielle, mais le nombre de personnes humaines qu'il faut pour arriver à générer ces morceaux soi-disant créés par une intelligence artificielle est énorme. Donc, il y a toujours de l'humain. Donc, en fait, l'acceptabilité, pour moi, ce n'est pas du tout un sujet. Ok, merci en tout cas pour ce premier retour. Alors, Anna, vous vouliez justement réagir. Alors, avant, peut-être en transition à ce que disait Jean-Édouard et peut-être également en complément de ce que vient d'évoquer Marianne. En fait, tout à fait. Je suis vraiment assez d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas une IA, mais des IA avec différentes applications. Et surtout, la question qu'il faut se poser, c'est quel est l'objectif recherché? Pourquoi est-ce qu'on utilise l'IA? On sait aujourd'hui que Warner Bros. A signé avec la plateforme, la start-up californienne Synélétique, donc qui est une plateforme qui combine des intelligences artificielles, de l'analyse de data. Pourquoi? Donc, c'est un outil d'aide à la prise de décision marketing et économique. Donc, c'est un outil très puissant qui va combiner énormément de données de films qui ont été tournés, distribués, et qui va aider Warner à répondre à la question, par exemple, le choix de tel acteur principal, est-ce que ça va nous permettre d'avoir un vrai succès au box-office? Sur quel type de montant on doit s'engager pour avoir une campagne marketing efficace pour la distribution? Donc vraiment là, on répond à un objectif très précis, mais en aucun cas, cette intelligence artificielle ne va se substituer à la créativité, loin de là. Mais c'est un outil d'accompagnement. Maintenant, on sait qu'il y a aussi des IA qui ont créé en fait des scripts from scratch, comme par exemple le Sunspring, qui est un court-métrage de science-fiction qui avait été créé dans le cadre du London Sci-Fi Film Fest. Donc en fait, il y avait un espèce de concours où il était question de créer en fait un film en 48 heures. Donc là, l'idée, c'était forcément d'aller vite. Et je crois qu'en fait, ce qu'il faut garder en tête, il faut se mettre à la place des producteurs, des distributeurs et de ces sociétés qui gèrent en fait toute la création en fait cinéma, c'est le gain de temps. Donc je pense que si l'intelligence artificielle peut aider à gagner du temps, elle sera utilisée. De toute façon, c'est déjà le cas. Warner le fait, Disney, Netflix, voilà. Ok, merci en tout cas. Alors, je rebondis puisqu'on a vu que les champs sont larges. On a parlé de marchandisation et d'autres
thématique qu'on va aborder plus tard. Là, je rebondis sur ce que disait Marianne, notamment évidemment sur la créativité. C'est notre deuxième focus. Quelle place pour l'IA dans les nouvelles écritures, notamment les enjeux d'obsolescence accélérée, de démocratisation de l'écriture, et puis les limites qui ont déjà un petit peu été évoquées. Alors, je me tourne vers Koukéo et Mathieu Colombel sur ce sujet-là. Comment vous le vivez, vous, dans vos domaines d'excellence respectifs? Alors, Cook, je vais prendre la parole, Cook, je te laisserai après, hein, mais nous, c'est vrai que… Mathieu. Donc, voilà. Nous, notre métier, c'est l'efficacité du message, c'est produire du contenu rapidement qui capte l'audience. Et l'intelligence artificielle, on l'utilise en fait sans s'en rendre compte, puisqu'elle est présente aujourd'hui dans tous nos logiciels pour aller plus vite, pour avoir du contenu qui est plus original. On le nourrit en permanence, d'ailleurs, on nourrit en permanence l'intelligence artificielle quand on produit du contenu sur nos logiciels. Donc, elle est là pour nous aider avant tout. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que le temps passe, on voit qu'on a un peu des dérives par rapport à ça, puisqu'elle a tendance à remplacer un peu une partie de ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce débat-là dans notre métier souvent de est-ce qu'elle est vraiment là pour nous aider tout le temps, ou est-ce qu'elle va potentiellement nous remplacer à un moment. Donc, c'est quelque chose qui est souvent soulevé. On parle pas mal aussi de, comme on est à la frontière, nous, entre le monde de la communication et le monde artistique, on va dire. Les motion designers, aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'eux par rapport à tout ce qui va être blockchain et ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on est en train de parler beaucoup justement le rapport entre l'intelligence artificielle et le blockchain. Voilà, il y a pas mal de débats par rapport à ça. On va dire que c'est comme ça a été dit, hein, c'est énormément de choses, l'intelligence artificielle, et c'est compliqué souvent de s'y repérer, mais comme ça a été dit déjà aussi, on ne peut pas faire sans. C'est-à-dire qu'on sait qu'on travaille avec, on sait qu'il y a des applications qui peuvent être très intéressantes dans nos métiers, mais on ne sait pas trop encore comment on est un peu perdu, quoi. On ne sait pas trop comment s'en dépatouiller de tout ça. Voilà. En tout cas, c'est à suivre et c'est passionnant. Cook, le complément de ce qui vient d'être dit par rapport à Mathieu Colombel. Oui, vraiment le complément, parce que justement, c'est en effet, c'est vrai qu'on est un peu perdu dans ce monde-là. D'un autre côté, donc il y a en effet les outils qui vont évoluer. Ça, on voit que, en tout cas, Adobe commence à développer pas mal de choses, même si ce n'est pas encore très officiel. De l'autre côté, ce qui me semble hyper intéressant, c'est qu'il y a des créations d'images qui naissent à partir, en effet, de cultures de milliers d'images. Et ça, c'est un espace hyper intéressant pour nous, parce qu'aujourd'hui, on donne 10 000 photos et on va dire à une IA on va la briefer, elle va nous sortir une photo qui sera une sorte de composite de toutes les photos. Enfin, pas une composite, mais une interprétation, en tout cas, du brief. Ça, c'est hyper intéressant dans le sens où en fait, ça va amener de nouvelles idées, en fait, qui seront des idées qui seront naturellement pas humaines. Donc ça c'est quelque chose qui me semble hyper pertinent pour pousser dans un monde qu'on ne connaît pas encore, en fait. Parce que ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est ça, c'est que ça crée des choses qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, j'ai oublié le nom de la personne qui sait, mais on ne comprend pas non plus le raisonnement de l'IA, ce qui me semble, entre autres, super intéressant. Voilà. Oui, parce que c'est de nouvelles pistes créatives. Du côté de Sophia, qu'est-ce qu'on en pense? Puis oui, Sébastien, moi je me retourne un peu vers vous, Sébastien Aubert, parce que vous, quand vous êtes présenté, vous allez dire, moi déjà, mon métier, c'est déjà la création peut-être plus traditionnelle. Alors, est-ce qu'on est perdu ou pas du tout? Au contraire, l'un n'empêche pas l'autre. Déjà, l'IA pour des artistes traditionnels du cinéma, c'est un gros mot. Hein. C'est sûr. Vraiment, aucun artiste, très peu d'artistes du cinéma indépendant en tout cas, sont prêts à travailler avec de l'IA. Alors par contre, je me suis quand même amusé de regarder un petit peu qu'est-ce qui existait. Donc ça va plutôt être du côté studio américain dont on parlait tout à l'heure. Et il y a maintenant un outil qui s'appelle scriptbook.io. Alors, je ne sais pas si certains connaissent, j'ai passé plusieurs heures dessus et c'est assez fascinant. En gros, on leur envoie un scénario, l'IA analyse le scénario et après nous pond un rapport qui va de voici quelles sont les scènes qui créent de l'empathie, quelles sont les scènes qui ne créent pas d'empathie, les personnages qui sont aimables, ils sont aimables à 65%, à 80%, la fin, elle est comme ça, le budget, ils nous sortent même le budget, donc là, c'est super parce que comme producteur, j'ai même pas fait le budget. J'étais absolument halluciné de découvrir ça. Et il y a un autre outil. C'était le budget avec les standards des acteurs américains. Ça aussi, ça a dû être surprenant. Où on peut définir à l'IA le tarif des acteurs. Alors, ils n'allaient pas dans le détail. Hein, c'était juste, ils donnent un budget comme ça. Les lots. Et il y a même un outil qui m'a encore plus bluffé. Ça s'appelle Deep Story.
Alors, et en plus, chacun peut y aller et se connecter et essayer de son côté. C'était hyper drôle. En gros, on nous demande si on veut écrire une action, un dialogue, un personnage. Donc, moi, j'ai écrit Marc descend les escaliers. Donc, ça marche qu'en anglais pour l'instant. J'écris ça en anglais. Et après, je dis je veux un dialogue. Et donc, il y a Marc qui dit oups, je viens de descendre, ou il s'adresse à quelqu'un. Puis après, moi, je dis là, je vais intégrer un personnage d'un chat. Tiens, le chat est mort. Et comme ça, j'ai commencé à dialoguer avec mon IA et on co-créait ensemble. C'était une sorte de brainstorming créatif et on co-créait ensemble l'œuvre. Et quand j'étais en panne d'inspiration, je disais à l'IA, tiens, écris-moi le dialogue, écris-moi une action, crée-moi un personnage. Et je pense que ça, c'est hyper révolutionnaire. Une façon assez absurde de raisonner, mais du coup, parfois, ça en devient drôle. Tout à l'heure, on parlait du style de l'IA. Pour l'instant, ils n'ont pas de style de création. Et en fait, le style est hyper absurde. Et ça, en soi, c'est un style. Il y a plein d'auteurs hyper connus qui jouent dans l'absurde. Quentin Dupieux, par exemple. Parfois, en lisant un dialogue d'IA, j'ai l'impression de lire un dialogue de Quentin Dupieux. C'est absurde, c'est drôle. Et il y a un fan de Batman. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il a rentré tous les Batman dans une IA et l'IA lui a écrit la première page du scénario d'un Batman, du coup, inventé de toutes pièces par l'IA. Je vous invite à la regarder, c'est à mourir de rire. Et du coup, ça devient brillant. Et du coup, il y a un côté un peu hyper intéressant. Ça, c'est un sujet qu'on abordera avec notre collectif Cartoon. On a eu la chance d'avoir Paul Pope, qui est le créateur à New York, là, lors du dernier South by Southwest, de la plus grande saga de Batman de tous les temps. J'ai hâte de pouvoir croiser ça. Merci. Donc, si je comprends bien, on est déjà… On n'est même plus à la création assistée par ordinateur, on est vraiment à la co-création avec une IA qui est aux côtés du scénariste, va vraiment pouvoir l'assister, lui produire du contenu et des idées. On n'est pas dans le monde de demain. Merci pour ce témoignage. Alors, sur le côté assistance à la création, Anna, vous avez un petit peu abordé le sujet tout à l'heure. Est-ce que vous voulez le compléter à ce stade? Qui veut réagir sur ce deuxième grand domaine avant qu'on passe au troisième Réagit qui veut sur le côté j'assiste, on a la démocratisation de l'écriture, on n'en a peut-être pas assez parlé, les limites aussi là, qui ont été évoquées. Effectivement, mais je pense que ça a été abordé. Aujourd'hui, l'IA, on sait qu'elle est capable de reproduire, de créer une arche narrative en plaçant des émotions là où, effectivement, là où on les attend, là où on veut que le public, pour créer de l'engagement, en fait, c'est ça, parce que le but, c'est ça aujourd'hui, c'est d'écrire des histoires qui vont captiver l'attention, qui vont faire que les gens vont continuer à regarder ce contenu. C'est le challenge de tous les créateurs de contenu aujourd'hui, Netflix, tous les créateurs de contenu. On sait qu'aujourd'hui, l'IA n'est pas capable d'écrire un texte de façon d'avoir une cohérence dans le storytelling. Ça a été dit. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, elle est plus, on va dire, utilisée dans la création de scénarios plus de science-fiction, ou d'aventure, où on peut peut-être se permettre un peu ce genre d'incohérence, et voilà, il y a des effets de surprise. Mais effectivement, je pense que on est encore loin. Mais pour moi, c'est pas quelque chose c'est pas antinomique. C'est-à-dire que, comme le disait très justement la personne qui a parlé avant, on peut travailler en fait main dans la main avec l'IA pour en fait créer des idées et essayer justement de faire, d'obtenir en fait des scénarios un petit peu originaux, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, et peut-être les retravailler avec des pools d'auteurs qui vont justement retravailler sur cette base-là. Mais aujourd'hui, c'est clair que c'est une réalité. On cherche à créer de l'émotion, pour capter en fait l'engagement. C'est quand même l'objectif premier, hein. Il y a l'engagement, il y a le gain de temps. Donc là où l'IA pourra aider à améliorer la performance de ces producteurs sur ces domaines-là, c'est clair qu'on va y aller, quoi. Merci pour ce complément. Alors Patrick, j'ai remarqué, Patrick, que vous demandez la parole chaque fois qu'on dit l'IA ne peut pas quelque chose. Je vous vois. Alors est-ce que j'ai mal réagi ou vous voulez compléter un petit peu ce qui a été dit? Est-ce que l'IA peut plus que ce qu'on pense déjà? Peut-être ça, je n'ai pas encore observé ça, mais oui, il y a peut-être comme ça. Il faudrait qu'on demande à une IA ce qu'on en pense. Juste quelques réactions sur ce qui vient d'être dit, notamment sur… je reviens encore sur acceptabilité, parce qu'on est précisément dans ce sujet-là, quand on est dans la coopération humain-IA. Et là, j'ai bien aimé les exemples qui ont été donnés en termes de co-création.
Ce qu'a été dit aussi avant, c'est qu'il n'y a pas d'IA si on ne définit pas pour quelle tâche, etc. Encore faut-il comprendre si les résultats générés par l'IA sont cohérents par rapport à ce qu'on en attend. Et c'est là où c'est ça rendre les choses acceptables. Alors après, dans le processus créatif, il peut y avoir aussi quelque chose qui est intéressant, qui est quelque part la sérendipité de l'IA, qui peut induire des choses assez sympas dans ce dialogue co-création. Et là où elle n'est pas forcément souhaitable, cette sérendipité, il se trouve que dans les processus créatifs, ça peut être tout à fait pertinent. Donc voilà, donc cette montée HRL, TRL est intéressante. Et juste, je ne veux pas faire peur à tout le monde, mais si on prolonge l'histoire du script, etc., le texte ou image, ça existe et ça commence à être très performant. Donc, on écrit un texte et ça génère l'image. Là, c'est déjà là. Pas au point de faire des vidéos. Voilà, et puis, l'autre chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est que des outils qui sont capables de taguer des segments de films d'un point de vue émotionnel. Alors, c'est des segments, je ne parle pas d'une narration complète, ça existe déjà, c'est déjà dans les studios en production, chez Technicolor en particulier, qui s'intéresse à tout l'aspect traitement colorimétrique est lié à un segment. Alors, on prend l'image, la vidéo, quelle émotion c'est censé induire, ça c'est prédit par une IA, et on voit l'impact d'un traitement colorimétrique sur l'émotion attendue au niveau de l'intention artistique. Voilà, ça c'est des choses, ça fait 5 ans que c'est là, ça, déjà. Parfait, merci. On pourra reparler de création. On va avancer puisqu'on est à peu près dans les temps et on va essayer de le rester jusqu'au bout. Sur la troisième partie qui complète évidemment cette panoplie des usages, n'hésitez pas à demander à tout moment la parole. C'est donc les nouvelles façons de monétiser les contenus par l'IA, la numérisation des placements de produits, les produits dérivés. Et en vous écoutant juste avant, pour compléter un peu ce débat, parce qu'on anime avec le collectif Marketing Communication, évidemment, des débats sur l'IA. Et c'est très étonnant parce que j'ai vraiment le sentiment que dans l'artistique, l'IA, on ne sait pas encore trop quoi en faire. Mais dès que dans le cinéma, où il y a des enjeux, des pools de scénaristes, il y a des très gros budgets et donc une place forte du marketing, c'est vrai que ce que nous disaient les équipes du collectif marketing, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus rédiger en marketing de vente un message sans en mesurer le taux d'attractivité, le taux d'affectivité, le taux de lisibilité pour que tout un chacun puisse le conduire. Et ça résonne un petit peu. Alors, comme ça rebondit, parce que évidemment, là encore, le marketing, est-ce que c'est un gros mot pour certains? Est-ce que ça l'est pour d'autres? Vous allez me le dire. Mais expliquez-nous, aidez-nous à y voir plus clair sur cette donc nouvelle façon de monétiser les contenus numériques par l'IA. Christian, je crois que vous avez sur le sujet des éléments à nous amener pour instruire le sujet. Tout à fait. C'est vrai que dans notre centre, on a développé une technologie. On a 3 brevets aujourd'hui sur une technologie qui va nous permettre d'analyser une vidéo, une production qui aura été faite en version finale pour identifier les emplacements virtuels sur lesquels on pourrait faire du placement de produits et en post-production être capable de les injecter en post-production, ce qui va permettre de faire de la personnalisation, ce qui va permettre de créer un emplacement virtuel sur lequel un annonceur pourrait positionner un de ses produits, donc sous le respect bien sûr du contexte créatif du contenu, mais être capable demain de rajouter peut-être une canette de Coca qui serait sur ma gauche alors qu'elle n'avait pas été produite au moment de l'enregistrement de la vidéo. Donc ce qui offre bien entendu un peu un placement programmatique dans un contexte vidéo et qui va permettre des nouveaux modèles de monétisation du contenu pour les futurs producteurs. Oui, donc ça, c'est effectivement, ça prolonge la durée de commercialisation du placement de produits qui, dans le modèle traditionnel, évidemment, une fois que c'était shooté, on ne rajoutait plus rien. Un exemple, d'autres exemples sur ce sujet, nouvelle façon de monétiser les contenus numériques par l'IA. Allez, Marianne, c'est à vous. Oui, alors nous, on a fait ça, Aurélien, on l'a testé, cette techno-là. Alors, je ne sais pas si c'était la vôtre, mais on l'a testé et ça marche plutôt… pardon. Oui, parce que Christian, Aurélien, c'est donc que je salue, j'ai déjà salué. C'est le coordinateur de tout le studio du village Maïsé à Sofia. Et là, c'est Christian, donc qui effectivement, pour un géant mondial qui est Accenture, va vraiment analyser toutes ces tendances. Marianne, donc. Il y a autre chose qu'on est en train de tester en ce moment, qu'on a déjà mis en place il y a longtemps, à vrai dire, c'est au niveau de l'exploitation, c'est la génération automatique de vignettes, en fait, parce qu'aujourd'hui, quand on livre des programmes à des plateformes, on doit livrer des vignettes dans tous les sens, et en fait, c'est énorme comme boulot.
et ça coûte très cher. Et donc ça, on l'a automatisé avec une IA, avec une techno développée sur de l'IA, et ça marche super bien. Et donc, ça reconnaît, voilà, on rentre, je veux, comme vignette, personnage principal féminin, masculin, qui regarde à droite, à gauche, en haut, en bas, centré, pas centré, avec tant de marge sur le côté, et pouf, ça sort tout seul. Donc, c'est super efficace. Et à côté de ça, on a aussi en place un autre système qui nous permet maintenant, avec notre catalogue, d'avoir un moteur de recherche hyper pertinent basé sur du face recognition, du speech to text et plein d'autres technos, je ne saurais pas toutes vous les citer, qui nous permettent de trouver des extraits super rapidement dans une base de catalogue et de les récupérer sous format haute def de manière complètement automatisée. Et en fait, ça, c'est hyper intéressant pour fabriquer du nouveau contenu, et je pense qu'on va aller plus loin dans les années à venir, c'est-à-dire qu'avec des bases de catalogue existants, fabriquer du nouveau contenu pour des nouvelles plateformes, donc des nouveaux consommateurs, pas forcément les mêmes cibles, mais avec, par exemple, une émission. Je dis n'importe quoi, mais non, pas vraiment n'importe quoi. Avec le magazine de la santé qu'on produit, on peut fabriquer, on le fait déjà aujourd'hui, une émission pour de la télé, mais aussi une émission pour TikTok, pour des plus jeunes, avec le même Avec des formats. Voilà, qu'on remonte et qu'on rééditorialise pour une autre cible. Et Instagram, bien sûr, et Facebook. Et ce n'est pas les mêmes contenus à chaque fois, et ce n'est pas les mêmes consommateurs. Donc, on est obligé d'adapter les formats. Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'on ne va pas tourner 15 fois la même émission. Et je sais que Click, l'émission Click de Mouloud Achour, le fait aussi. Ils tournent leur émission, puis derrière, ils la déploient sur plein de formats différents, sur plein de plateformes différentes, de manière assez automatisée. Et à chaque fois, il y a de l'IA derrière. Donc ça, c'est super intéressant. L'IA pour le multicanal, piste très intéressante. D'autres témoignages, d'autres retours d'expérience. Jean-Édouard, je crois que vous avez sur le sujet également un témoignage intéressant. Oui, alors moi, c'est surtout effectivement comme ça vient d'être dit, effectivement sur le multi-device, c'est-à-dire à la fois effectivement donc des formats réinventés dans un contexte qui arrive et qui va être très intéressant pour nous, qui est celui de la 5G. Comme la 5G va occasionner des puissances de calcul démultipliées, comme on va pouvoir charger la bête avec énormément de data, on va pouvoir augmenter les zones de calcul. Donc effectivement, on peut imaginer maintenant, pourquoi pas, un feuilleton recalibré sur votre montre digitale ou sur votre wearable, puisque les wearables aujourd'hui, globalement, c'est aussi des écrans digitaux intégrés à vos vêtements, etc. Et donc sur cette surface IoT, effectivement, les IA vont avoir, j'allais dire, à mon avis, le privilège d'être des programmateurs en puissance. Tel contenu, tel endroit, diminuer le temps de latence, etc. Bon. Au niveau de la prod cinéma, ça change tout aussi, parce que le logiciel de ce qu'on appelle le cloud computing, en clair, va favoriser énormément de choses en termes de calcul, par exemple, de rendu. Des IA vont pouvoir se pointer sur le rendu du film. Le rendu, pour un long métrage, c'est l'horreur. Ça peut durer 36 heures. C'est insupportable, l'importance des calculs, etc. En matière de volume capture, on a vu à Banff, dernièrement au Canada, il y a des essais qui ont été très concluants où des IA ont répercuté exactement le même niveau de technicité que des humains en termes de l'animation d'un très, très gros studio de volume capture. Ce qui veut dire aussi que l'IA, finalement, se pointe aussi, non pas seulement du côté de la distribution, mais de la production concrète, j'allais dire. Et là, ça offre des perspectives assez intéressantes. Eh ben, en tout cas, on va suivre ça de près. On aura hâte d'en reparler lors des prochains rendez-vous innovation du village francophone. Merci. Alors, sur ce troisième point, est-ce qu'on a tout dit? Évidemment, tout ça est à suivre. To be continued en bon français, comme disent les cousins anglo-saxons. On va évidemment traiter du quatrième et dernier sujet de notre rendez-vous, les outils IA post-production, tout ce qui est également transformation des métiers et tout ce qui est baisse des coûts de production. C'est un sujet évidemment important, des nouvelles opportunités de chiffre d'affaires, on vient de le voir, et de la baisse des coûts. On a envie de se dire, mais quel monde merveilleux. Eh ben, on va gratter un petit peu la pellicule pour voir si derrière tout ça, c'est une réalité. Marianne, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet de la transformation, de la post-prod et la baisse des coûts? La post-prod, la prod même. Parce que, oui, et la prod aussi, oui, pardon. Là, on a parlé création, mais déjà en production, en fait, en production, on a mis en place un système qui nous permet d'automatiser maintenant la gestion de toutes les données
de production depuis, en fait, on récupère un script, donc on ne parle pas du script encore, hein. Nous, on n'a pas touché à ça, mais on récupère le script, on l'importe dans le système et ça nous le split en séquences, ça nous crée une base de données acteurs, décors, lieu de tournage, ça nous sort le board, le planning de manière automatique et optimisé, bien sûr, en fonction des jours de tournage, des cachets, de tous les critères que vous voulez, en fait. Et puis derrière, je gère en fait toutes les données de la production sur une même plateforme au même endroit et je partage ça avec tous les corps de métier. Alors, on parlait tout à l'heure d'acceptabilité. Je ne vous cache pas que ça n'a pas été une mince affaire de faire accepter par une script ou une chef d'éco qui travaillait avec des cahiers et des papiers, des crayons, de passer sur une plateforme SaaS avec une intelligence artificielle qui lui optimise tout. Mais en fait, au bout de 15 jours, quand elle a compris qu'elle allait gagner 8 heures de son temps de travail, qu'elle n'allait pas perdre son job ni une journée de travail et qu'on allait lui laisser une journée de plus pour travailler sur la partie artistique et la partie créa et choisir ses costumes et passer plus de temps avec les acteurs, en fait, elle a kiffé. Et du coup, la question de votre intervention, enfin le sujet, est-ce que ça fait gagner de l'argent? Nous, on a dit non. On ne prend pas cette position-là. On va pas Critère-là, ouais. On n'économise pas d'argent. Par contre, on va mettre plus de créa et plus d'artistique à l'image. Et ça, c'était en train de mourir parce que justement, trop de pression, moins de budget, donc il faut économiser, nanana. Et du coup, on rognait sur quoi? On rognait sur l'image, en fait, et sur la qualité artistique de ce qu'on faisait. Et donc là, on a pris le chemin inverse grâce à l'IA en disant non, on ne va pas faire comme ça. On va effectivement optimiser tous les process à mort avec de l'IA et utiliser de la data. Parce que au service de l'artistique, quoi. Exactement. Et on remet l'artistique au milieu du truc. Et on partage l'information avec tout le monde. Et l'info qui était super segmentée dans le cinéma traditionnel, au secours, hein, on est encore sur des manières de faire des années 30, en fait. Hein. Donc, personne ne se parle et c'est celui qui a l'info qui est le roi du monde, donc il la donne surtout à personne. Bon, Ouais, nous, on a tout cassé. Grâce à l'IA, donc merci les nouvelles techno, merci la data science. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'IA, il y en a un petit peu, pour de vrai, on utilise le terme de manière un peu galvaudée, donc après les experts doivent se marrer, mais c'est surtout du data science et l'utilisation des données en fait, pour optimiser la production. Après, en post-production, il y a certainement des choses à faire, on n'y est pas encore, nous. On est encore sur des schémas traditionnel. Mais déjà, ça a été une grosse révolution sur la prod et on ne l'a pas implémenté partout. On l'a implémenté que sur nos grosses productions. Sur les productions plus VIP, où on a des gros castings, des gros acteurs, type Versailles, par exemple, c'est hyper dur parce qu'il faut casser les codes et parce qu'il faut un peu accompagner le changement, quoi. Ça va prendre du temps. Sur Versailles, il y a encore des baronnies, si j'ai bien compris, des métiers traditionnels. Oui, avec voilà. Des fausses croyances comme quoi les acteurs seraient complètement réfractaires à ça ou un réalisateur, alors qu'au final, Carole Bouquet, 70 ans, elle a adoré avoir sur son téléphone ses textes beaucoup plus tôt que la veille du tournage, en fait. Et toutes les versions qui arrivaient et qui étaient mises à jour automatiquement, donc il n'y a plus à se demander est-ce que c'est la bonne version de texte que j'ai. Et donc, en fait, il n'y a pas vraiment de frein, c'est des fausses croyances qu'il faut faire péter. Mais ça, c'est très psychologique. Oui, voilà. En tout cas, on voit bien. On le connaît, c'est une des valeurs du village francophone, c'est l'intelligence collective et le travail collaboratif. Et on voit que ces deux écoles, merci en tout cas de nous aider à faire partie de celle du futur. Alors, il a été très patient jusqu'à présent, Vincent, il n'a pas demandé la parole, mais je crois que sur ce sujet-là, il a vraiment beaucoup de retours d'expérience. Alors, Vincent, on vous écoute religieusement. Oh, bah alors, moi, en fait, je travaille dans le cinéma avec Sébastien et du coup, je me suis toujours intéressé aux nouvelles technologies. Et depuis peu, j'entends parler de l'intelligence artificielle. Et j'ai profité du confinement pour vraiment me mettre à tester tout ça et comprendre de quoi il en retournait. Parce que c'est la séquence j'ai testé pour vous, c'est ça? J'ai testé pour vous, je témoigne. Alors on écoute. Je voulais comprendre c'est quoi le rapport en fait entre l'intelligence artificielle et l'artiste. Comment est-ce qu'on va pouvoir collaborer ensemble? Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai découvert de nouvelles plateformes comme GitHub par exemple, qui sont des réseaux sociaux pour programmeurs. Et ils mettent à disposition des utilisateurs des tonnes de code qui permettent en fait de comprendre de quoi sera fait le cinéma de demain.
Et du coup, je me suis mis à expérimenter toutes sortes de codes, comme le style transfert, par exemple, qui est une technique où on peut appliquer le style pictural d'une peinture sur une photographie. Et on peut imaginer les possibilités pour demain, notamment dans le cinéma d'animation. On va avoir une nouvelle manière de texturer. Et surtout, moi, ce qui m'a passionné, c'était les réseaux GAN. Alors, je ne vais pas expliquer vraiment comment ça marche techniquement, je ne comprends pas, mais en gros, c'est la possibilité aujourd'hui de recréer de façon illimitée des visages vraiment très, très réalistes. Et je me suis dit, mais c'est génial parce que nos métiers, en fait, ils sont en train de changer. Là, je passe en fait mes journées, moi, à essayer de créer de nouveaux personnages pour de futurs films. On peut s'amuser à les modifier, les morpher les uns entre les autres. Et voilà. Et puis, j'ai vu qu'il y avait de nouveaux codes aussi qui permettaient justement d'animer ces visages. Et je me pose justement des questions aujourd'hui, jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir aller avec tout ça, et notamment sur l'évolution de nos métiers. Parce que moi, je suis juste, j'aime bien réaliser des films, je m'intéresse aux nouvelles technologies, mais je ne suis pas du tout programmeur. Et c'est là que je me dis que nos métiers vont devoir changer et peut-être m'associer aussi avec des programmeurs en machine learning qui vont… moi, je sais comment on fait un film de A à Z, mais j'ai un petit rêve, ce serait de faire justement un film comme ça avec l'intelligence artificielle. Mais pour ça, il faudrait encore développer certains codes qui manquent à tout ça. Alors, après… ce que j'ai compris… Bon, l'appel est lancé dans la communauté du village francophone. Je pense que ça va rebondir. Vous n'hésitez pas à vous rapprocher de Vincent, et si vous avez pas ses coordonnées, on fera le lien. Allez, on continue, Vincent. Mais voilà, et c'est là, je pense en fait que d'ici quelques années, il va y avoir des manières de créer, on va pouvoir créer d'une nouvelle façon. Mais l'intelligence artificielle, voilà, elle ne va pas travailler de manière autonome. Je pense qu'elle va être vraiment une extension de l'artiste. Il faut essayer de comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne. Et enfin, voilà quoi. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je fais beaucoup d'expériences et c'est vrai que je suis amené à faire des choses que… il y a beaucoup d'artistes, je vois, notamment sur Instagram, qui expérimentent. Et ça nous permet vraiment d'imaginer, on va voir des images qui n'existent pas, on va pouvoir créer des images qui n'existaient pas jusqu'à ici, quoi. Bon, voilà. De toute façon, au plus tard, le prochain village francophone des industries créatives, c'est pendant le Festival de Cannes. Donc, on a hâte de voir la suite de cette démarche de découverte, d'utilisation. Vous revenez quand vous voulez sur ces rendez-vous. Vous y êtes chez vous. Alors, un autre intervenant qui a été très, très, très patient également, qui n'est pas intervenu d'ici là, Olivier. Donc, Olivier Marchetti, sur cette partie-là, il y a du retour d'expérience et il y a une analyse. Quelle est-elle ? Alors, donc, moi, j'ai fondé des studios à Marty qui s'appellent le Provence Studio. Et en fait, dès que j'ai fondé ces studios-là, qui sont des studios relativement récents par rapport aux studios français classiques, j'ai de suite pensé que la technologie, c'était l'avenir. Vous m'entendez pas ? Alors, je crois qu'il y a un bruit de fond dans un des studios. Je ne sais pas si c'est le vôtre, Olivier. Non. On vous entend, mais je vais demander à tous nos intervenants de se mettre en mute. Et voilà, on vous écoute. Et où il y a un petit bruit de fond qui pouvait être éventuellement gênant. Mais ça a disparu, semble-t-il. Bon, allez. Parfait. Donc, nous avons décidé, donc, avec un de mes associés, Lionel Paye-Pigeon de la Planète Rouge, de créer le Studio 3.0, qui est un virtual set, qui est en fait une évolution du studio qui est aux États-Unis, d'ILM, dans lequel Disney a créé la série Mandalorian. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, puisqu'on parle de coûts et de technologie, pour la technologie pour baisser les coûts, au départ, Mandalorian, la série de Disney, pour Disney+, de coûter 300 millions de dollars à peu près. Et grâce à ce nouveau système, ils ont réussi à sortir la série à moins de 150 millions. Donc, ça a quand même coupé le budget en deux. Donc, quel est le principe ? Vous avez des écrans LED, un studio avec des écrans LED. Vous avez tous les avant-plans qui sont réels. Donc, tout ce qui interagit avec les acteurs sont réels. Et tout ce qui est derrière, plus besoin de le créer. Et vous pouvez changer les plans très rapidement. Donc, il n'y a plus de chroma key, il n'y a plus de fond vert. Il y a directement l'image qui est poussée, contextualisée, calculée en temps réel.
Et en plus, c'est les écrans LED aujourd'hui ont la puissance d'envoyer de la lumière. Donc, vous avez tout ce qui est reflet sur, par exemple, si vous avez une carrosserie, vous avez les reflets du décor sur la carrosserie, donc moins de post-production, etc. En fait, ça change tout. Ça change vraiment la totalité de la production. Et à partir du moment où c'est pris vraiment en amont, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelait la post-production, en fait, arrive avant. Ça arrive carrément au niveau de la création. Et en fait, on est en train de changer la totalité de la chaîne. Et en changeant la totalité de la chaîne, ben, ça permet de réaliser des coûts et surtout de libérer la créativité. Puisque oui, c'est ça, parce qu'on peut refaire une scène sans se dire je reviens de rajouter 100 000 euros de post-prod. D'accord, ouais. Exactement. Et en fait, alors que ce soit l'intelligence artificielle ou la technologie, aujourd'hui, je pense qu'elle doit aider et pas remplacer. Je pense qu'il faut qu'on s'en serve comme un outil de création et non pas quelque chose qui doit suppléer l'intelligence humaine, parce que je pense que on est encore loin de pouvoir remplacer l'intelligence humaine, même si de temps en temps l'humanité en manque un petit peu. Mais aujourd'hui, je pense que ces nouvelles technologies sont capables de nous faire avancer dans la créativité, très clairement. Ah ben merci pour ce retour d'expérience. Je donne à tous rendez-vous lors du Festival de Cannes à un autre focus là-dessus. Nous, on progresse dans la réalisation de ces émissions collaboratives. J'ai une grosse frustration aujourd'hui, mais c'est la dernière fois que ça se produit, c'est qu'on ne vous a pas demandé du footage vidéo pour nous illustrer toutes les images que vous voulez d'évoquer, mais c'est promis, la prochaine émission, on les rajoutera. On est presque au bout de l'émission, on est dans les temps. Jean-Édouard, sur le sujet de la maîtrise des coûts, de la post-prod, etc. Vous avez vous aussi un retour d'expérience, je crois. Alors, pas vraiment, pas au niveau d'Olivier Marchetti. Ah oui, c'est du lourd, non, pas à ce niveau-là. Non, moi, je capte simplement un fait, c'est que la 5G va changer la prod cinéma, c'est évident, dans des proportions qui vont être assez importantes. Donc ici, le territoire, en plus, Nice Métropole, Nice-Côte d'Azur, c'est un territoire va faire office d'un territoire essai, en quelque sorte. Donc, on va regarder ça de très, très près. Maintenant, non, je n'ai pas d'autres mots-clés, mais je pense qu'il faut procéder ici par mots-clés, cloud computing, 5G, et puis effectivement, tout ce qui concerne aujourd'hui les technologies liées à la volume capture. Là, je crois qu'effectivement, il y a une révolution du cinéma, et pas que, puisqu'on n'a pas beaucoup parlé, du jeu vidéo. Mais je rappelle que l'enjeu actuel du jeu vidéo, c'est l'immersion, au sens fort, et que les cinématiques, vous savez, ces fameuses séquences justement filmées qui racontent et proportionnent l'action ou le sens de l'action dans le jeu, aujourd'hui prennent une importance tout à fait extraordinaire. On peut voir et on verra de plus en plus des cinématiques qui font 3-4 minutes. C'est énorme. Or, ce sont des films à part entière. Et de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, ce sont, j'allais dire, les écritures et du cinéma, des nouvelles images numériques et du jeu vidéo qui vont confluer dans des proportions extraordinaires. Eh ben, merci. Sur ce dernier sujet, une réaction, une remarque de l'un d'entre vous? Tout a été dit? Bon, bah écoutez, on est parfaitement dans les temps. Vous êtes 10 intervenants, il nous reste 10 minutes, donc on est tous assez forts pour vous proposer un dernier tour de table. Alors, un dernier tour de table pour conclure nos échanges, pour évoquer un thème ou un sujet que vous auriez aimé traiter jusqu'à présent et que vous n'avez pas pu traiter, pour résumer l'essentiel de votre message ou nous mettre un petit peu le doigt sur ce sur quoi nous devons regarder pour les mois, les années à venir, ou effectivement, je sais que certains d'entre vous êtes organisateurs d'événements, de festivals, mais c'est aussi le moment de nous rappeler les dates et de nous donner rendez-vous. Bref, c'est parti pour le tour de table qui commence. Vous me faites signe et je vous donne la parole. C'est parti. On commence de quel côté? Allez, c'est parti. On commence avec Christian et on va à Sophia Antipolis. Alors voilà, il y avait un point, je pense qu'on n'a pas adressé, qui est une vraie problématique, c'est les droits d'auteur, qui sont justement, quand l'intelligence artificielle intervient, il y a forcément une composante de droits d'auteur. Et je trouve qu'un sujet dont on n'a pas vraiment parlé, alors je ne parle pas des contenus publicitaires, parce que c'est peut-être moins valorisé, mais dans le domaine du cinéma, c'est une création artistique. Et dans une création artistique, il y a l'art, mais il y a aussi l'artiste. Et je pense que la production d'une intelligence artificielle, c'est important, mais si derrière, il n'y a pas une personne qui matérialise et qui représente cet art, qui est capable de l'expliquer, ça s'était très bien présenté sur le fait que l'intelligence artificielle n'est pas capable de présenter son art et d'expliquer le résultat de son art, je pense que derrière, il manque quelque chose dans l'histoire.
Et c'est pour ça que je crois peu au fait que l'intelligence artificielle puisse demain produire un contenu artistique parce qu'il manquera cette figure humaine qui sera derrière l'œuvre. Et c'est ce qui manquera toujours, quelles que soient les avancées technologiques autour de la solution. Eh bien, un grand merci. Merci pour ce témoignage. Ce n'est évidemment qu'un début pour nos échanges. On a hâte de suivre également votre analyse, votre suivi des tendances mondiales à ce niveau. Alors, Mathieu a demandé la parole. C'est votre tour pour la conclusion. Alors exactement. Moi, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle, comme je disais, dans le motion design, nous, elle est vraiment là en support et pour nous donner d'autres idées, etc. Mais effectivement, la notion de est-ce qu'une intelligence artificielle peut créer du contenu artistique, moi, ça me fait rire d'entendre ça parce que je suis très à cheval sur l'étymologie des mots. Il ne faut pas oublier que l'art, c'est le propre de l'homme. Donc, c'est assez drôle d'y penser et effectivement de se dire de répondre à cette inquiétude des gens de se dire mais en fait l'intelligence artificielle va remplacer notre métier. Je pense que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer le travail des designers ou des artistes puisqu'il est indispensable, puisque c'est le propre de l'homme. Voilà. Merci, effectivement, rappelons le rôle de chacun sans oublier l'homme dans cette grande quête de l'intelligence artificielle. Olivier, vous avez demandé la parole, c'est votre tour pour le tour de table des conclusions. Moi, je veux rebondir sur l'aspect de droit, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment un gros problème sur tout ce qui est virtuel. Lorsqu'on recrée un décor virtuel, quelle est la notion de droit? Les artistes, les acteurs virtuels, on n'en a pas parlé. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Et tout ce flou juridique aujourd'hui au niveau du droit de ces gens-là, je pense qu'il y a quelque chose vraiment à écrire et à créer là-dessus. Eh bien, ça, c'est un sujet à ouvrir, à suivre. J'en profite pour vous rappeler, et on ne l'a pas encore mis à contribution dans votre domaine, mais le partenaire actuel du village francophone pour le droit, c'est Alain Bensoussan. C'est l'homme qui a rédigé la RGDP, qui travaille actuellement sur le droit des robots. Je le salue d'ailleurs, Alain Bensoussan. Et je propose qu'à l'occasion du Festival de Cannes, on demande à son pool d'experts de réagir et d'interagir avec vous sur ce beau sujet. Merci Olivier d'avoir participé, trouvé du temps. Alors, Anna demande la parole, ensuite Jean-Édouard pour le tour de table des conclusions. Anna. Alors, moi, je pense qu'effectivement, il ne faut pas opposer IA et créativité, cinéma, audiovisuel, mais je pense qu'il faut vraiment continuer à créer le dialogue et travailler main dans la main. Pourquoi? Parce que l'IA, c'est quand même un réseau de neurones artificiels avec différentes applications, on l'a évoqué, soit pour aider à produire, à être à créer des scripts, enfin du moins aider les auteurs à être peut-être plus efficaces, etc. À aider à la distribution, à aider les producteurs à être plus rentables, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on continue il ne faut pas opposer ces deux univers et faire un peu comme aux États-Unis, où justement toutes ces startups qui développent l'IA avec des applications spécifiques à l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel vont vraiment se rapprocher des grands studios pour essayer ensemble de répondre à des problématiques. Et toujours, ne pas perdre de vue la question, c'est quel est l'objectif, pourquoi est-ce qu'on le fait? Et vraiment, je pense que voilà, c'est une technologie, il faut l'utiliser, mais il faut que le dialogue soit permanent et justement qu'il y ait vraiment des interlocuteurs identifiés au sein des studios, au sein des structures de prod qui vont pouvoir justement intégrer cette dimension IA dans le processus de production des contenus. Une évolution lente, une révolution plus rapide. Dans tous les cas, l'IA sera au rendez-vous. Merci beaucoup, Anna, pour ce témoignage et à très vite pour d'autres retours d'expérience avec la communauté du village francophone. Jean-Édouard, votre conclusion. Alors, je voulais simplement élargir un petit peu au champ de la culture en général, parce qu'on sait que la culture a énormément souffert au sens classique du terme. Et je vais simplement rappeler, alors avec mes mots à moi, cloud computing, 5G, qu'aujourd'hui, la visite virtuelle d'un musée va changer. Au temps de la 5G, globalement, plus question simplement de visiter seul un musée, mais vous êtes en compagnie d'autres visiteurs placés sous avatar. Et donc, vous coexistez au sein de l'exposition qui vous est proposée. Et pourquoi pas programmer un happening au même moment. Donc, le spectacle vivant est convié, un happening avec des danseurs, etc., au centre même de l'exposition du musée que vous visitez virtuellement. Voilà, c'est un vœu pieux. Mais certains y pensent et certains pensent qu'ils peuvent le faire très vite. Merci Jean-Édouard. Peut-être rappeler une date ou pour un événement, un prochain septembre prochain Oui, merci beaucoup. Septembre prochain pour du cinéma numérique et surtout pour globalement faire aussi un focus sur le jeu, le gaming, sur le mobile. Il faut savoir que 3 milliards de gens jouent aux jeux vidéo.
Ça fait du monde, en effet. Merci beaucoup, Jean-Édouard. Patrick, votre conclusion dans le magnifique studio des Ferrailleurs de Nantes. Oui, c'est un souvenir. Juste, je rebondis sur ce que vient de dire Jean-Édouard, parce qu'il se trouve que je viens de quitter une réunion de recherche avant de vous rejoindre avec des chercheurs à Sophia Antipolis. Donc et on parlait de visite virtuelle et on travaille sur les technos de visite virtuelle. Donc tout ce qui a été dit sur cloud computing, cloud gaming, vidéo volumétrique, j'adhère à 2000% là-dessus. On est déjà là-dessus. Donc oui, moi je suis content d'avoir entendu finalement ce qu'on a entendu à la fin et pour rassurer aussi un peu Vincent, il ne s'agit pas de comprendre comment l'IA fonctionne. C'est pas vraiment le sujet. C'est apprendre en fait comment on collabore avec l'IA et pour bien collaborer avec une IA, il faut pas comprendre comment elle fonctionne, mais comprendre si on peut justifier si ce qu'elle produit et si ce qu'elle produit est utilisable, utile pour le créateur. Voilà, et au fond, c'est ça qu'il faut travailler quand je parle, moi, d'acceptabilité et que ça se travaille dès les débuts de la mise en place de la techno. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Il nous reste plus que 4 minutes, donc merci pour ce témoignage. Allez, qui veut continuer le tour de table des conclusions? Qui n'a pas encore pris la parole? Cook, peut-être? Cook et Wo en mute. Ah, voilà, écoute, oui, pardon, j'étais en mute. Non, mais ça a été en tout cas vachement intéressant. Il y a des choses que j'ai apprises aujourd'hui. Ça m'a intéressé aussi ce que disait Marianne, particulièrement sur le fait qu'en effet, on pouvait optimiser et donner plus de temps. C'est une vision assez intéressante aussi de se dire qu'en fait, l'IA, c'est pas seulement essayer de créer à la place d'eux, mais essayer de lui donner plus de temps. Et c'est un peu ce qu'on disait aussi, je pense, avec Mathieu, à savoir donner aux artistes et aux créateurs plus d'options, plus de temps pour ce qu'ils savent vraiment faire, à savoir avoir des idées. Et finalement, on en revient toujours un peu là. Voilà. Un grand merci, Cook, d'avoir participé. Là aussi, peut-être une date, un rendez-vous. N'hésitez pas si vous l'avez oublié. Rendez-vous, oui. Alors, Motion Plus Design, prochaine édition, Paris le 18 septembre et Los Angeles le 10 décembre, normalement. Voilà. Alors, avec de beaux collectifs, un village francophone sur Paris et sur LA. J'en profite pour saluer Kira à LA qui nous a fait un travail fantastique lors du dernier South by Southwest. Donc, on serait vraiment ravis, je ne sais pas comment, mais d'accompagner cette belle dynamique. Bravo en tout cas pour ce témoignage. Allez, d'autres témoignages sans formalisme, sans imposer le tour de table. Qui n'a pas encore pris la parole? Marianne, allez, c'est parti. En avant, du côté de Sophia. C'est moi donc. Hein. Oui, moi, cette table ronde, elle m'a franchement passionné. Donc vraiment un grand merci à tous les intervenants et merci au village francophone de l'avoir organisé. Moi, ce que je retiens, c'est que l'IA, il faut la voir comme un facilitateur. Et moi, d'un point de vue producteur, je la vois comme un facilitateur à tous les niveaux, que ce soit un facilitateur artistique, une intelligence qui puisse parfois aider un petit peu un créateur qui peut être confronté à une page blanche. Une fois qu'il a déjà quand même posé les bases. Je le vois comme un facilitateur organisationnel. Ça, c'est l'exemple de Marianne. D'ailleurs, Marianne, je vais t'appeler dans l'après-midi pour que tu me donnes des tips sur le logiciel en question. Facilitateur de création musicale, facilitateur, Olivier en parlait, pour tout ce qui est tournage. Donc, moi, je trouve ça fascinant et je pense que je serais très intéressé, ça m'a tellement inspiré cette table ronde que je suis très intéressé d'essayer de réfléchir à un concept pour faire un projet qui intégrerait l'IA de A à Z. Donc voilà, je pense que les bonnes âmes qui sont autour de la table, là, ça serait bien qu'il y ait une mise en relation plus tard pour ceux que ça intéresserait, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer d'hyper intéressant autour de ça. Alors ce soir, nous mettons sur orbite vraiment la structuration à l'année du collectif ICC et notamment Entertainment avec les cousins justement, les Frenchies qui sont du côté de LA, de San Francisco et donc appel à toutes les bonnes synergies. On vous mettra dans un groupe informel pour travailler en ce sens. Allez, qui n'a pas encore témoigné? Marianne, faites-moi signe. Allez, Marianne, c'est parti. Alors, assez rapidement pour rester dans le timing, puisqu'on est toujours dans les temps. Je fais vite, n'ayez pas peur. Juste pour vous dire que je trouve ça hyper enthousiasmant, ce type d'échange, en fait, avec plein de profils différents. C'est ce qui fait que c'est super intéressant. Et je mettrais bien dans un chaudron des créateurs comme Mathieu et Cook, là, et des gens de la tech, de l'IO et des gens qui maîtrisent les NFT aussi, et pour touiller et sortir un truc, parce que je pense qu'il y a une piste super intéressante avec des humains,
de l'intelligence artificielle et des nouvelles manières de monétiser de l'art et de créer de l'art et de le monétiser, en fait, du coup, de payer des humains, des artistes qui souvent ne sont pas payés et de créer une autre culture un peu nouvelle. Et je suis sûre qu'il y a un truc à prendre là. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est marrant que vous disiez ça, Marianne, parce que on est à Motion Design, on a invité justement Beeple. Beeple, qui est celui qui a vendu 69 millions de dollars. On le connaît très très bien. C'est un proche. Il est venu dans chaque événement et c'est intéressant que vous parliez de ça parce que c'est vrai que les NFTs, c'est un truc là qui est moi, j'ai très envie de bidouiller avec ça en cinéma et on a des très très belles images, même des trucs anciens et dont on peut faire amis, des très voilà. œuvres. Moi, j'ai très très envie. En plus, j'adorerais que ça continue. Évidemment, on laissera le Zoom ouvert juste après. Qui n'a pas la conclusion des conclusions? Tout le monde a dit son petit mot. J'ai peur d'en oublier un. Non, je crois qu'on est bon. Bah, écoutez, on est dans les temps. Alléluia. Évidemment, je suis obligé de remercier, mais vraiment, parce que l'animateur, c'est facile, hein, il a un guideline, mais vraiment, Nadia, Vincent, Julien, toutes les équipes, les studios, hein, le Ferrailleur à Nantes, le village Baïséa à Sofia Antipolis, la Coque à Marseille, remercier tous nos collectifs qui toute l'année bossent avec nous. Surtout, je vais vous donner un rendez-vous parce que celui-là, je l'adore. C'est qu'on va avoir des rendez-vous, plein de trucs. Bon, la semaine prochaine, si vous aimez l'industrie, on sera à la Nover Messe, mais c'est alors là très très loin de l'industrie créative. C'est l'industrie sans le créatif, c'est la grosse industrie. Ça sera passionnant. Mais surtout, prenez date, hein, les dates du Festival de Cannes, parce que là, oui, on aura un événement digital où on va connecter nos studios francophones. Je crois qu'on est déjà une quinzaine à avoir dit OK, mais et celui-là, on a vraiment, vraiment hâte de l'avoir, c'est qu'on va ouvrir notre premier camp. A priori, on pense que Vivatech, on ne sait pas si ça sera du physique. Donc, on ne sait pas encore vous dire où, on ne sait pas encore vous dire comment, mais on peut déjà vous assurer que si vous passez du côté de Cannes, alors ça sera à Cannes, à Sofia, à Nice, on verra. Mais en tout cas, et Julien et tout le collectif Côte d'Azur Monaco, que je salue du fond du cœur, fait un travail énorme et on joue à domicile ce coup-ci. Sébastien, enfin toute l'équipe. Donc, on va vous trouver un lieu, on pourra boire du café et j'espère autre chose d'ailleurs. Et se voir en vrai en plus de tous ces travaux à l'année. Voilà. Merci à vous tous. Merci évidemment à tous les intervenants d'avoir participé à cet atelier. Je crois que les stats d'audience sont plutôt bonnes. Donc merci parce que pour l'instant, ce n'est pas encore un enjeu de faire la grosse artillerie en audience, mais déjà d'apprendre à travailler ensemble. Et si l'audience est là, ça n'est que mieux. À très vite pour d'autres rendez-vous pour le collectif ICC et pour les 32 collectifs sectoriels du village francophone. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.